www.libradio.org, la radio qui pense et qui t'écoute. Nous allons maintenant faire le focus sur l'exposition. Donc l'exposition, elle s'appelle Affiches sauvages, mémoire militante. C'est tout au pluriel. Elle se tient, elle a déjà commencé puisqu'elle a commencé le 12 avril et elle se tiendra jusqu'au 4 septembre à la bibliothèque de Genève, donc l'ancienne BPU. Elle se situe donc promenade des Bastions. Les horaires d'ouverture vont du lundi au vendredi de 9h à 18h, le samedi de 9h à midi. C'est au premier étage de la biblio, entrée libre, dans la limite des règles édictées et avec le port du masque obligatoire. Voilà, ça c'est pour les informations de base. Alors, Affiches sauvages, mémoire militante, voudrais-tu préciser pourquoi c'est intitulé ? C'est une exposition donc à laquelle on a collaboré avec la bibliothèque de Genève, à l'invitation de la bibliothèque de Genève, on remercie pour cette collaboration. Il y a un peu deux éléments qui ont guidé la démarche de cette expo. Le premier, c'est la continuité d'une idée de collecte d'affiches sauvages qui a démarré dans les années 70 autour d'un collectif qui s'est appelé Alosis, qui était un collectif de graphistes et d'affichistes qui a décidé, un peu sur la même motivation que nous, archives contestataires, de conserver ce patrimoine graphique qui fleurissait sur les murs genevois dans cette décennie 70, et qui, en 79, a montré une exposition à la bibliothèque des Paquis, une exposition donc qui comprenait toutes les pièces qui avaient été collectées, soit directement auprès de graphistes, soit directement sur les murs. Donc la collection Alosis maintenant, elle est conservée à la bibliothèque de Genève parce que le groupe Alosis, après son exposition en 79 au Paquis, a décidé de faire don de sa collection à ce qui était alors la bibliothèque publique et universitaire, et qui est maintenant la BGE. Et donc il y a cette collection qui avait été parfois évoquée dans des jeudis midi de l'affiche, qui est un événement qu'organise la BGE. Il y avait donc cette collection, et puis parallèlement à ça, eh bien nous on venait de faire numériser notre collection d'affiches, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, c'est-à-dire des raisons de conservation essentiellement, c'est-à-dire que ça permet de consulter ces affiches tout en n'altérant pas leur état matériel. Et on a produit en novembre dernier une exposition virtuelle sur notre collection d'affiches que vous pouvez voir sur expo.archivescontestataires.ch. Et du coup, la personne qui est responsable des affiches, Myriana Farkas, à la BGE, nous a proposé de collaborer à un petit accrochage qui met en valeur, disons, leur collection Alosis et plus, et notre collection d'affiches. Et puis l'autre axe pour ces affiches sauvages mémoire militante, c'était qu'on voulait se décentrer un peu de la période proprement 1970 pour essayer d'aller vers les années 80. Parce que il y a un petit peu une espèce de fétichisme graphique, si je peux m'exprimer ainsi, autour des années 60-70, avec ce que tout le monde a dans la rétine, c'est-à-dire les affiches des beaux-arts parisiens, qui par ailleurs sont très belles et méritent leur réputation, mais qui occulte probablement un peu la production affichiste des décennies suivantes. Et il nous a semblé que autour, disons, de 1980, il y avait un peu un renouveau, notamment avec l'usage accru de la photocopie, un renouveau, disons, de l'affichage sauvage et des formes graphiques que celui-ci pouvait prendre. Ouais. Et donc voilà pour Affiches sauvages et mémoire militante, eh bien c'est cette idée justement qui nous tient à cœur en tant qu'archiviste et bibliothécaire, qui est très bien exprimée dans le petit catalogue que vous pouvez trouver sur place,
par notamment Frédéric Sardet, le directeur de la Bibliothèque de Genève, que ces affiches, même si elles sont sauvages, elles constituent un patrimoine qui mérite d'être conservé, valorisé et utilisé pour l'interprétation historique. Ouais. Par sauvage, on l'aura compris intuitivement, mais ça désigne un affichage qui sort du cadre institutionnel et également des lieux géographiques prévus à cet effet. C'est ça. Et donc un affichage qui s'est énormément réduit ces dernières années, puisqu'il est désormais tout à fait interdit. Oui. Voilà, d'ailleurs, je voulais te questionner à ce propos-là, si tu avais un commentaire sur l'affichage sauvage, la répression qu'on en a faite, et ça, on peut aller au-delà de sa quasi-disparition en disant que c'est sa disparition pure et simple. Oui. Donc effectivement, à partir d'un certain point, on estime que l'affichage sauvage dénature, dépare les murs de la ville. Il semble qu'il n'y ait plus de tolérance pour, disons, cette expression hors des cadres fixés par les institutions. C'est une question, même si évidemment elle est anecdotique par rapport à d'autres évolutions du droit pénal ou d'autres évolutions plus inquiétantes, mais c'est sans doute quelque chose quand même qui doit un peu nous alerter sur la vitalité démocratique et la possibilité d'une expression démocratique en dehors des cadres institutionnels. Donc c'est effectivement à partir de cette exposition qu'on propose, on peut aussi questionner cette chose-là d'une expression démocratique hors du cadre des institutions, quoi. Je pense que c'est une question pour aujourd'hui qui est tout à fait intéressante, quoi. D'ailleurs, je vais reprendre le slogan notoire, mur blanc, peuple muet. Et je voulais te questionner sur, selon toi, le rôle de l'affichage sauvage, parce qu'on y trouve des formes incroyables d'expression de l'intelligence collective. Déjà, le questionnement en soi, l'ironie, les détournements, de nouveau, si on repense aux situationnistes, on peut dire que les rôles de l'affichage sauvage sont multiples et qu'ils ont disparu. Effectivement, l'affichage sauvage remplissait des fonctions multiples qui vont de l'annonce d'un concert, par exemple. Donc, ça, c'est un aspect qu'on n'a pas traité dans l'exposition, l'aspect annonce culturelle, parce qu'il mériterait un traitement en tant que tel, parce qu'il est extrêmement foisonnant. Une affiche sauvage pouvant d'ailleurs annoncer un concert sauvage, pour le coup. Ou pas. Mais je dirais oui, l'affichage a de nombreuses fonctions qui vont être des fonctions classiques, c'est-à-dire l'annonce d'un événement, d'une manifestation, d'une soirée de soutien, ce genre de choses, mais qui peuvent être aussi des objectifs beaucoup plus, je dirais, larges, c'est-à-dire que ça va pas être autour d'un événement, mais ça va être plus l'idée de sensibiliser un public large à une cause ou une autre. Et puis surtout, l'affichage sauvage, c'est, il me semble, une des fonctions qu'on pourrait lui donner, qui est peut-être la plus intéressante. C'est probablement une manière de briser l'entre-soi. C'est-à-dire que si l'affichage de rue a presque aujourd'hui disparu, c'est très certainement sous le coup de la répression qui en est faite, mais c'est aussi probablement sous le poids du développement des réseaux sociaux et disons des supports informatiques pour la communication. Et il me semble que l'affichage sauvage a ceci de particulier par rapport aux réseaux sociaux que il brise l'entre-soi, puisqu'il oblige à se projeter dans un espace qui est l'espace urbain et qui n'est pas a priori un espace où qui
qui est un espace où n'importe qui peut passer en quelque sorte, n'importe qui habitant ou étant de passage dans la ville, mais disons n'importe qui pouvait voir une affiche sauvage. Ouais. Je ne sais pas si elles avaient des effets de conviction sur n'importe qui, évidemment, mais toujours est-il que la possibilité d'afficher dans la rue, c'était la possibilité de parler à tout le monde et à n'importe qui. Ce qui, par le jeu des algorithmes, etc., est probablement plus difficile aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Certainement, oui. Oui, et puis on peut dire que a pris la place de l'affichage sauvage, d'une certaine manière, un affichage publicitaire massif dont on sait qu'il forge des univers, des imaginaires, des personnes qui effectivement à chaque coin de rue croisent des images, et souvent funestes d'ailleurs, qui percutent et puis qui sont souvent des messages publicitaires. Les Dazibao, les journaux muraux d'un côté, les tracts et les flyers, est-ce que ça fait partie selon toi d'une certaine forme d'affichage? Oui, tout à fait, parce qu'il y a cette même volonté de se projeter vraiment dans l'espace urbain, de projeter une parole politique dans l'espace urbain. Les Dazibao, bon, c'est une forme particulière notamment à la révolution culturelle chinoise, mais les journaux muraux plus largement, etc. Ça signe vraiment cette volonté de projeter une parole politique dans l'espace urbain. Je dis urbain, est-ce qu'on pourrait dire rural? Je ne sais pas. Il me semble que c'est une forme qui est quand même très liée à la ville et à ses flux de déplacement, disons. Et donc oui, ça raconte ça, à mon avis, ça raconte cette volonté de rencontrer une interlocutrice ou un interlocuteur. Ouais. Alors, on l'a dit tout à l'heure, on est à 150 ans de la Commune de Paris. Un moment où 1871, où l'affichage avait une importance majeure, puisque de très nombreuses affiches ont habité les 72 jours de la Commune. Nous sommes également dans la période où l'insurrection du ghetto de Varsovie a débuté, c'était un 19 avril. Là aussi, on sait que dans le ghetto de Varsovie, il y avait des informations qui passaient de cette manière-là. Peut-on dire que l'affichage n'est pas que de l'information, il est également constitutif d'action collective, d'organisation collective? Oui, par ce fait-là qu'il fait appel, qu'il oblige à se projeter en direction de destinataires multiples, et aussi probablement dans le cas de la Commune de Paris, le fait d'afficher les décrets, par exemple, sur les murs, c'est aussi l'assurance qu'ils seront lus à celles et ceux qui ne lisent pas. Donc ça, c'est probablement un effet concret, qui ne lisent pas dans le sens où qui ne savent pas lire. C'est probablement une fonction concrète de cet affichage. Oui, je pense que l'affiche participe en effet d'un processus de mobilisation. Elle sert à la fois, comme je l'ai dit, à se projeter vers des interlocutrices et des interlocuteurs, mais elle sert aussi à affirmer une identité, affirmer l'identité d'un groupe, ou à affirmer l'identité plus largement d'une communauté qui lutte pour ou contre quelque chose. Il y a très clairement quelque chose de l'ordre de l'affirmation collective dans ces réalisations graphiques, quoi. Alors, on arrive doucement au terme de cet entretien et je te remercie énormément. J'aurais voulu te questionner sur, pour toi, une bonne affiche, c'est quoi? Est-ce que c'est un slogan avant tout? Est-ce que ce sont, des couleurs? En tout cas, dans notre époque contemporaine, il y a beaucoup de couleurs en général. Est-ce l'illustration et le dessin, on sait le pouvoir d'une image sur un discours? Selon toi, une bonne affiche, c'est quoi? Alors, je sais pas. J'ai pas de... Disons que si bonne affiche, c'est une affiche efficace, alors c'est probablement une question qu'il faudrait poser
plutôt à des graphistes. Ouais. Ce qui me frappe dans nos collections et puis dans ce qu'on présente là avec la BGE, c'est l'incroyable diversité des formes qui est permise à partir des années 60-70 par la généralisation de la sérigraphie et puis ensuite par la généralisation, par l'accessibilité plus grande à des procédés de reproduction mécanique, quoi. Et puis la photocopie. Une bonne affiche, c'est une affiche qui contribue à cette diversité-là, je dirais. Maintenant, évidemment, les questions, oui, d'efficacité, ça c'est le travail des graphistes. En même temps, ce dont on se rend compte, c'est que il y a beaucoup plus d'affiches dont on ne connaît pas l'auteur ou l'autrice que d'affiches dont on connaît les auteurs ou les autrices, disons dans ces collections-là contestataires ou d'affiches sauvages. Et ça me fait dire que la bonne affiche n'est pas forcément l'œuvre d'un professionnel de l'affiche, disons. Il y a des collectifs d'affichistes qu'on connaît, comme le groupe Champ Continu, qui est un groupe structuré autour de Jacques Cocchio, Daniel Suter, Georges Fitzgibbon, et ces groupes-là donc signaient collectivement des affiches. Donc là, on a affaire à des professionnels du graphisme et de l'affiche. Mais il me semble qu'il y a des réalisations qui sont très très intéressantes sur le plan graphique et sur le plan de ce qu'elles racontent de l'investissement militant, qui sont l'œuvre d'anonymes et qui sont probablement des œuvres uniques, c'est-à-dire de gens qui n'ont pas fait ensuite de carrière d'affichistes, quoi. Oui, puis j'imagine qu'il y a également des phénomènes d'agrégation, puisque voilà, quelqu'un va prendre un matériel déjà existant, va y ajouter un slogan, va peut-être détourner la chose, et puis ça peut se produire à différentes étapes, ce qui fait que la finalité, l'objet que l'on détecte, eh bien, peut-être qu'il a une origine multiple, collective. Oui. Oui, tout à fait. Il y a des affiches où sont laissés volontairement des espaces pour des ajouts manuscrits, par exemple, parfois qui sont très fonctionnels, qui permettent juste de modifier une date, modifier un lieu, préciser, ajouter une signature, etc. Mais effectivement, oui, il y a tout à fait des possibilités d'ajout, de détournement qui sont multiples. Ouais. Alors, on arrive au terme de l'entretien. Voudrais-tu nous dire, selon toi, pourquoi est-ce que on irait visiter cette exposition ? Il faut aller visiter cette exposition parce qu'elle est le fruit d'un partenariat entre une grande institution et un tout petit centre d'archives. Et que ça pour le coup, c'est un bon signe de la possibilité de collaboration mutuelle et du respect mutuel qu'on a pour les pratiques professionnelles des uns et des autres. Et voilà, ça, pour moi, disons, c'est pour ça qu'elle me tient à cœur, même si c'est pas une très vaste exposition, c'est vraiment le couloir qui mène au bureau du prêt, dans lequel on peut voir ces archives, ces affiches. Donc voilà, ça c'est peut-être moi pourquoi elle me tient à cœur. Et puis l'autre raison, c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que bien ces affiches, on n'en voit plus guère dans les rues. À quelques exceptions près, quand même, on peut noter ici ce renouvellement de la forme par les 10 collages féministes, c'est-à-dire ces grands lettrages assemblés pour donner un slogan qui sont collés sur des murs qu'on voit reparaître en ce moment. Eh bien, le fait de pouvoir voir ces affiches dans un cadre institutionnel, c'est, il me semble, là pour le coup, un bon signe pour la vitalité du débat démocratique, ce d'autant que l'exposition est très accessible. On l'a dit, l'entrée est libre et on peut accéder à ce couloir de façon tout à fait simple. Et donc, je trouve que c'est très réjouissant qu'une institution comme la Bibliothèque de Genève ait proposé de valoriser cette partie-là de ces collections, de ces grandes collections.
Y aura-t-il une plaquette de prévue ou peut-être pourrait-on se procurer des affiches, puisqu'elle est effectivement très jolie? Alors, l'affiche des affiches, je ne sais pas, mais par contre, il y a effectivement un petit catalogue qui fait environ 80 pages et qui peut être qu'on peut trouver sur place, donc qui sert de guide de visite, puisque une des particularités de ces accrochages du couloir des coups d'œil, c'est qu'il n'y a pas de cartel, donc il n'y a pas ces petites notices explicatives sous les affiches, mais donc on préfère se promener avec ce petit catalogue qu'on peut ensuite emporter chez soi. Quant à l'affiche elle-même, eh bien, je ne sais pas si elle a été tirée en tant qu'affiche. Dommage, parce qu'en tout cas, elle est très jolie, et quoi qu'il en soit, elle est visible, donc imprimable, oui, sur le site www.archivecontestataire.ch, archives contestataires au pluriel. Merci beaucoup, Frédéric Deschus. Y aurait-il une question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu aurais souhaité répondre? Eh bien non, je crois qu'on a été très complet. Ouais, écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir pris tout ce temps, parce que c'est vrai qu'on y a passé en même temps. C'est un sujet, il y a des questions nombreuses encore qui pourraient affleurer, mais ce sera pour une prochaine fois. Mais il y a là derrière effectivement des enjeux majeurs, et on voit que les gens s'y intéressent, puisque tout récemment encore, tu n'es pas sans ignorer que, eh bien, il y a eu toute cette polémique sur l'affichage publicitaire dont on a à peine parlé tout à l'heure, avec voilà le questionnement de que fait-on de cette publicité qui envahit l'espace public, et il y a eu cette expérience avec ces affiches blanches que les gens se sont immédiatement appropriées. Je suppose que pour toi, ça a été extrêmement intéressant d'assister à ce processus. C'est vrai que c'était assez intéressant. Et puis il y a un peu une résurgence d'affichage. Il y a eu aussi une campagne syndicale autour de témoignages très lapidaires de travailleuses et travailleurs de Swissport. Oui. Qui a été collé, je crois que c'était sur des emplacements autorisés, mais quand même, tout d'un coup, ça surgissait en effet hors du fatras visuel de la publicité. Tu penses qu'on pourrait y revenir à cette volonté d'affichage sauvage et que les gens transgressent au bout du compte, et peut-être qu'on pourrait même la souhaiter d'une certaine manière? En tout cas, les mouvements sociaux ont une capacité de rebondissement qui s'est jamais démentie. Effectivement. Et comme tu l'as dit, ce format que la grève féministe emploie est extrêmement... Enfin voilà, on sent qu'il est très prégnant, quoi. Ok, écoute, on va le rappeler jusque du 12 avril, donc c'est avant-hier déjà, jusqu'au 4 septembre, à la BGE, la Bibliothèque de Genève, donc l'ancienne BPU, eh bien l'exposition Affiches sauvages, mémoire militante se tient, qu'elle est le fait d'une collaboration entre la Bibliothèque de Genève et vous, les archives contestataires, que l'entrée est libre, qu'il faut évidemment porter un masque, et que ça se situe promenade des Bastions à Genève, que les horaires d'ouverture sont les suivants, du lundi au vendredi de 9 à 18h et le samedi de 9h à midi. Est-ce que j'ai tout dit? Eh oui. Eh bien, je te remercie encore et je te souhaite une bonne continuation. Merci. Libre Radio. Un regard courbe sur un monde retors comme un patron. www.libradio.org